Bonjour à tous. Bonjour. Alors donc, merci d'être présents, pour notre atelier focus sur les emballages. Ça n'emballe plus, on réduit et on gère. Donc, j'ai 3 intervenants, 3 superbes intervenants qui vont nous parler de leur gestion en matière d'emballage. Nous avons d'abord Géraldine Poivert qui a cofondé, et qui préside le cabinet Reset, qui est spécialisé dans l'accompagnement des acteurs économiques dans leur stratégie de transition écologique et d'économie circulaire. Géraldine, vous avez par ailleurs créé et dirigé auparavant l'éco-organisme Ecofolio avant sa fusion avec Citeo. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Pierre Casoli, qui est ingénieur chimiste et qui a bonjour, et qui a créé son entreprise Embaliso en 1990, alors qu'il était, encore étudiant. Votre entreprise est spécialisée dans le transport des produits pharmaceutiques thermosensibles, et elle est présente sur les 4 continents avec 8 sites de production et pas moins de 80 points de collecte. Et enfin, nous avons aussi la joie d'accueillir, Margot Picavet, qui est responsable des achats, notamment en matière d'emballage, au sein de la société Room Saveur, qui est une filiale du groupe, Fleury Michon, et qui est la société numéro 1 du déjeuner livré au bureau et des nouvelles solutions de restauration connectée. Et Margot, en 2019, votre entreprise a remporté l'Oscar de l'emballage pour le premier coffret sans plastique, pour le premier coffret repas sans plastique, prénommé Twist, et dont vous nous parlerez bien évidemment par la suite. Donc juste très rapidement pour rappeler quelques chiffres clés, juste pour savoir de quoi on parle, même si bon, la thématique emballage est quand même une thématique qui est très, très plébiscitée, mais pour avoir une idée des enjeux. Donc le marché mondial de l'emballage en 2019, c'est quand même 900 milliards de dollars, dont 90 milliards de dollars pour la France. Il faut savoir que la France est le deuxième producteur d'emballage en Europe, derrière l'Allemagne et l'Italie. Et les projections estiment qu'en 2023, le marché mondial s'établira à 1000 milliards de dollars. Donc les enjeux sont colossaux. Et il faut savoir que la Chine, à elle seule, devrait peser pour 48% de la croissance de la consommation des emballages dans le monde. Et enfin, en termes de matériaux, on peut dire que les emballages sont majoritairement en carton et en matériaux flexibles. Ça représente même plus de la moitié des emballages produits dans le monde. Voilà, donc maintenant, faisons part, discutons avec nos intervenants. C'est le plus intéressant, le plus important. Dans un premier temps, j'aimerais poser la question à Géraldine. Pourquoi, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte? Pourquoi une entreprise aujourd'hui a-t-elle intérêt à repenser ses emballages? Alors d'abord, merci de cette invitation et de ce moment avec vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que les entreprises ont un intérêt à regarder leurs emballages? Diagnostiquer va leur permettre de créer une valeur incroyable, une valeur d'optimisation de coûts, une valeur de séduction et de réappropriation de l'emballage avec leurs clients consommateurs et une meilleure gestion de leurs liens avec leur supply chain. C'est-à-dire que moi, j'ai un cri du cœur, c'est d'inviter tous les acteurs qui utilisent de l'emballage, et vous venez de rappeler les chiffres. En fait, l'emballage, c'est un marché de commodité, c'est-à-dire que quel que soit le produit que vous utilisez ou que vous créez, vous allez avoir besoin d'un emballage. Alors, on va essayer de le réduire, on va essayer de l'optimiser, on va en parler ce matin. Mais en tout cas, les fonctionnalités de l'emballage, c'est de préserver, de conserver, c'est de pouvoir transporter, c'est de pouvoir communiquer auprès du consommateur client, toutes les prérogatives et les besoins. Et puis, c'est une fonction d'usage. Donc, l'emballage, c'est utile. Le sujet, c'est que probablement ces dernières années, on a un petit peu oublié de privilégier les fonctionnalités et de bien être en adéquation entre le besoin et le juste emballage. Donc, on a un peu perdu de vue avec de l'emballage indésirable. Mais pourquoi est-ce que l'entreprise a intérêt à le faire? C'est une saine gestion, c'est une anticipation de son avenir et c'est surtout donner de la force et recréer autour de sa marque un énorme univers de création de valeur. Donc, vous ne perdrez pas votre temps avec ce diagnostic. Vous avez tout intérêt à même allotir, identifier précisément vos besoins, le coût, votre chaîne de valeur, les gens avec qui contracter. Et puis, vous allez répondre à un enjeu de compliance qui est majeur parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la loi AGEC a posé l'ambition à 2040 de disparition de tous les emballages plastiques jetables à usage unique, avec des rendez-vous intermédiaires prévus par le décret 3R. D'ici à 2025, 100% d'emballage plastique recyclable, 20% de réduction, le décret n'est pas sorti mais c'est sa version finale, 20% de réduction
en masse, dont 50% par le réemploi. Ça peut paraître beaucoup. La vérité, pour avoir vu beaucoup d'acteurs et beaucoup de secteurs, il y a des poches et des réserves d'optimisation à faire. Donc, je crois qu'il ne faut pas se laisser un peu terrorisé ou paralysé par ces chiffres. Il y a un cadre réglementaire. Il est encore en train d'être complété puisque dans le cadre de la loi climat et résilience qui est aujourd'hui examinée au Parlement, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur les obligations de vente en vrac. Donc aujourd'hui, l'emballage, je dirais, est un petit peu au cœur d'un vortex de l'économie circulaire. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en prend à l'emballage ? Probablement parce que c'est quelque chose qui est transsectoriel, c'est évident pour tout le monde. Donc je dirais que l'emballage fait peut-être un petit peu les frais d'un emballement et d'une prise de conscience sur les enjeux circulaires. Mais ce qui se passe pour l'emballage, il faut le prendre comme une répétition de se poser la question de la juste ressource, quel que soit le produit ou le service que je vais mettre en place. Donc, vous ne perdrez pas votre temps à vous occuper de vos emballages, bien au contraire, que des bonnes surprises à l'arrivée. D'accord, très bien. Merci Géraldine. Donc on comprend que le contexte est ambitieux et qu'il y a une vraie pression réglementaire, sociétale et environnementale à se saisir de ce sujet-là. Alors le but d'aujourd'hui, hein, c'est que vous fassiez part de votre témoignage sur le sujet pour que les gens qui nous écoutent, hein, les entrepreneurs qui nous écoutent, aient envie de se saisir du sujet et envie d'agir, de lancer une démarche pour repenser leurs emballages, réduire même leurs emballages. Donc, pour savoir comment s'y prendre, ce qui est important, c'est de pouvoir savoir comment d'autres entreprises ont fait. Donc, j'aimerais vous poser la question, Pierre Casoli, comment vous avez fait au sein de votre entreprise pour lancer une démarche de réemploi de vos emballages? Oui, bonjour à tous. Alors, déjà, il faut remettre un peu le contexte. Quelle est notre activité? Nous faisons des emballages sur une niche très pointue qui est celle de la chaîne du froid des médicaments. Donc, tout emballage a une fonction, comme le expliquait Géraldine, et la fonction chez nous, c'est maintenir une température par rapport à un contexte extérieur. Et pour ça, depuis longtemps, j'ai démarré la société il y a 30 ans, on était parti sur une technologie innovante déjà à l'époque, à base de polystyrène extrudé, expansé, pour réduire les volumes de polystyrène en étant toujours aussi performants. Et on produisait ces emballages qui étaient utilisés et puis dispatchés comme ça dans le monde entier. Et de plus en plus, nos clients exportent. On fait des emballages de plus en plus gros, de la petite boîte à la palette, hein, une palette avion dans laquelle vous pouvez mettre une palette de médicaments dedans. Hein. Et tout ça, on s'est posé la question en disant, mais c'est stupide, l'emballage, il est fait avec des matériaux plastiques performants qui ont demandé beaucoup d'énergie pour être fabriqués, de l'extraction du pétrole à la transformation et à la découpe chez nous. Il va prendre 12 heures l'avion, il va arriver dans un pays et puis il est jeté. Bon, alors quand vous posez cette question et que vous êtes fabricant d'emballage, vous dites, vous oubliez que vous êtes fabricant, vous dites c'est stupide qu'à l'arrivée il ne s'est rien passé, ce produit peut être réutilisé. Alors il y avait déjà des réutilisations dans des pays africains, on récupérait le panneau isolant pour faire une construction d'une petite cabane ou ce que l'on voulait. Comme c'est un emballage un peu technique, il y a aussi des masses de froid qui étaient réutilisées pour faire des glacières pour le camping ou autre chose, mais au bout d'un moment, ça en fait des tonnes tellement importantes qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc je me suis dit, il faudra peut-être le récupérer, pourquoi pas le réutiliser? Et là, on est en face de certaines barrières. Déjà, les services qualité qui vous disent, mais attention, il va falloir me confirmer que le produit que vous allez récupérer est aussi performant que celui que vous me livrez qui est tout neuf. Donc il y a une grande culture à construire, une grande discussion à mettre en place. Et puis vous avez des barrières internes. Si vous faites tourner des usines et puis vos directeurs d'usine, ils vous disent, mais il est fou le patron là, il veut arrêter la fabrication, vous allez tout vous planter. Alors, vous faites des petits calculs et vous estimez que finalement, non, parce que les marchés sont en croissance, il y a des besoins de plus en plus importants, on est de plus en plus nombreux sur Terre. On a quand même plus de 7 milliards, donc il faut bien que tous ces gens-là se vaccinent. En ce moment, c'est un grand sujet. Et heureusement qu'on a fait ça il y a 8 ans déjà. Et on s'est aperçu que finalement, ça pouvait marcher. Ça a pris du temps, c'est de l'investissement. Mais pour faire ça, il fallait apporter quelque chose en plus. Et ce qu'on a apporté en plus, c'est une fonction, on a amélioré la performance. Là, on était 2, 3, 4 jours d'isolation, on est monté jusqu'à 10 jours. Donc c'est un produit qui est différent, qui a un peu moins de matière plastique, qui a un peu plus de matière minérale, mais bon, il y a toujours les matières plastiques dedans aussi. Mais il en aura toujours, parce que c'est des fonctions qu'on ne peut pas remplacer. Donc il est beaucoup plus performant, il est beaucoup plus cher. Donc votre client, il vous dit, oui, mais j'ai pas envie de le payer.
où ils veulent payer le même prix qu'avant. Et là, vous commencez à penser à un nouveau modèle, business model, en vous disant, OK, on va le récupérer, on va peut-être le louer, on va peut-être le faire payer, et puis si on le récupère, on va faire participer le client en lui disant, on va vous faire un rebate. Donc après, il y a des systèmes flexibles de business model. Donc vous changez complètement votre business model. Je crois que le plus important, il est là, c'est d'une fonction et d'un service, voir qu'est-ce qu'on va changer. Et actuellement, on est passé de fabricant d'emballage, on fait toujours des emballages, on en fabriquera encore des plus performants. Mais fabricant d'emballage, notre premier poste il y a 30 ans, c'était d'acheter du polystyrène. Maintenant, mon premier poste, c'est d'acheter de la supply chain, du transport, du stockage, du service dans les pays. Et d'être très international. Et on est tellement international et très fort que des fabricants de vaccins actuellement, pour les campagnes de vaccins, nous ont choisi dans le monde entier pour faire des campagnes de vaccination avec des emballages réutilisables dans chaque pays, où la boîte tient 10 jours à des températures négatives. Elle revient dans nos centres, on les répare, on les nettoie et on leur fait faire de nouveau un cycle local, etc. Donc on fait des systèmes comme ça qui sont innovants, où il y a du service, l'international, de la supply chain, etc. C'est vraiment se reposer complètement la question de OK, je vais limiter mes consommations d'énergie, mes consommations de produits, mes consommations de matières classiques. Est-ce que ça impacte mon business model et comment mon business model peut changer? Donc, tout n'est pas comme aussi simple que ça, hein. C'est assez complexe parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas toujours remplacer. Mais dans notre cas de figure, ça a été vraiment le facteur différenciant. Et la croissance est énorme, du coup, puisqu'on continue à produire des emballages de petite taille et de grande taille, plus performants. On prend des parts de marché à des concurrents et on fait des services complémentaires, même d'autres choses. On prépare les emballages alors comme on ne les préparait pas. Et voilà quoi. Donc c'est une grande aventure qui fait que commencer. Bien sûr. D'accord, merci beaucoup Pierre. C'est tout à fait passionnant justement cette façon de revoir votre stratégie en matière d'emballage et de business model. Et je retiens ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous êtes passé d'un métier du service à un métier de la supply chain. C'est vraiment très, très intéressant. Je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre nous. Margot, pouvez-vous s'il vous plaît aussi nous parler comment au sein de Room Saver, vous avez pu alors soit réduire vos emballages ou revoir la composition des matériaux qui entraient dedans, par exemple? Oui, bien sûr. Je peux prendre, pour rebondir sur ce que vous disiez dans ma présentation, donc le produit pour lequel on a gagné l'Oscar de l'emballage. En fait, pour expliquer un petit peu nous ce qu'on fait, on va livrer des plateaux repas, des solutions de repas en entreprise. Donc ça va être par exemple, vous allez recevoir pour une réunion soit à la personne, soit pour un événement. Et donc, on est parti de ce constat-là en se disant, aujourd'hui, on a quand même des produits sur lesquels on est générateur de déchets. À la réunion, quand vous avez terminé votre plateau repas, vous avez beaucoup d'emballage. Et ça, c'est un constat qu'on a fait autour des années 2010, donc un petit peu avant. On se disait comment est-ce qu'on peut adapter nos produits pour réduire les déchets en termes d'écologie, en termes de praticité pour nos clients aussi, parce que c'est pas pratique d'avoir des emballages à réunion. Et donc on a pensé notre concept Twist. Et c'est donc dans le plateau repas, vous allez avoir les assiettes, vous allez avoir les couverts, la bouteille de plastique et le couvercle qui va venir sur votre assiette. Sur cette partie couvercle, c'est là qu'on a eu le plus de problèmes à remplacer, à supprimer, parce qu'il y a vraiment un aspect, une fonctionnalité du couvercle qui est de protéger le repas. Et là, vous impactez toute la chaîne de nos partenaires. Donc, en production, le couvercle, c'était. Donc voilà, justement, comment est-ce qu'on peut faire pour supprimer ce couvercle. Donc on a fait un repas qui est plus, notre boîte de suremballage, elle est plus étroite, donc elle vient se poser directement sur notre assiette, ce qui a permis à la fois de conserver l'aspect hygiène et sécurité de notre emballage, et pour autant de retirer le couvercle qui était qu'une sécurité supplémentaire finalement. Et donc ça impacte en production, ça a des impacts pour nos clients qui au début nous disaient mais est-ce que c'est aussi sécuritaire qu'avant? La réponse elle est oui, mais
ça demande aussi voilà, d'avoir un discours un petit peu pédagogique auprès des clients, auprès des usines de production, des cuisines. Et ça nous a permis, pour avoir une échelle, d'économiser 17 tonnes de plastique sur à peu près 17 tonnes de plastique en supprimant les couvercles. Et après, bon, évidemment, le plastique qui nous a posé beaucoup de questions et qui nous a donné aussi à retordre. Mais on a eu les assiettes aussi qu'on a remplacées donc, d'un plastique dur, le PS, à une matière bagasse qui est un coproduit. Bagasse, en fait, c'est de la canne à sucre. Une fois qu'elle est pressée, on récupère les fibres et on en fait une matière qui est compostable du coup en home compost, ce qui est important, donc compostable à la maison et qui permettait de supprimer complètement le plastique de notre plateau. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. C'est très intéressant de voir et justement de comprendre que lorsqu'on remplace ou lorsqu'on revoit ces emballages, il faut à la fois rassurer en interne les équipes, la production, la qualité, comme l'a dit Pierre Casoli, les directeurs d'usine, et puis en externe aussi les clients sur le fait que le nouvel emballage revu, repensé, aura la même fonctionnalité. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, un emballage, vous l'avez dit tous très justement, il assure avant tout une fonction. Géraldine, pouvez-vous nous dire aussi, au travers des clients que vous accompagnez, comment vous avez pu repenser certains emballages, comment vous avez pu soit mettre en place une démarche de réemploi, comme l'a fait Pierre Casoli chez Embaliso, ou une démarche de révision, de réduction des emballages, comme Margot vient de nous l'expliquer? Alors, d'abord, bravo à Pierre et à Margot parce que je pense qu'ils illustrent d'abord que c'est possible, qu'au-delà des problèmes, il y a des solutions, qu'ils l'ont fait et je trouve qu'ils ont pointé, et c'est très important, je pense pour nos auditeurs, ils ont pointé pour moi les clés du succès, c'est-à-dire raisonner, investissement, OPEX, CAPEX. Que, en fait, une transition de packaging, c'est une transition industrielle. Donc, en fait, il faut toujours se poser la question de mon coût de revient de départ, mon coût de revient d'arrivée. Et je vais vous dire, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Et c'est ce qu'ils ont montré, c'est-à-dire que finalement, réduire, recycler, réemployer, quand on coordonne bien ces OPEX et ces CAPEX, ben finalement, réduire la consommation de ressources et investir dans quelque chose qui va être moins fiscalisé, qui va être moins sous pression réglementaire, qui va plaire aux consommateurs, qui va plaire aux intermédiaires, ça crée de la valeur. Donc, ils l'ont fait avec un modèle économique, ils l'ont fait en travaillant dans l'écosystème, parce que quand vous venez challenger quelque chose qui existe depuis 30 ou 40 ans, ça vaut pour le packaging, ça vaut pour demain faire des fibres de textile recyclables, ça vaut pour construire et penser le bâtiment différemment. En fait, vous devez toujours travailler en collaboration. Et je le dis sans naïveté, c'est pas du romantisme, c'est qu'en fait, pour être efficace, il faut que tous les acheteurs de la chaîne de valeur, ceux qui fabriquent le matériau, ceux qui fabriquent l'intermédiaire, le chimiste, et puis les gens en amont et en aval, qui vont être les super utilisateurs, les collecteurs, les trieurs et les recycleurs, il faut qu'ils s'alignent. Donc, je pense que là, on a vraiment des belles histoires parce que les cases de je pense économiquement, je travaille avec ma chaîne de valeur et surtout, je fais mon diagnostic de départ est capital. Et pour répondre à votre question, nous, chez Reset, mais d'autres le font, moi, j'avais appris beaucoup de choses de mon passage en tant que DGA chez Citeo, j'ai travaillé pour la grande distribution et finalement, la bonne manière d'agir, c'est toujours, avant de se lancer dans une transition, faire le diagnostic, c'est-à-dire se reposer la question d'à quoi sert mon emballage. Personne n'a les mêmes besoins fonctionnels. Si vous emballez de l'alimentaire, de l'hygiène, de la cosmétique, du textile, vous n'avez pas les mêmes besoins. Si vous travaillez en France, dans d'autres pays européens ou dans le reste du monde, vous n'aurez pas les mêmes infrastructures de collecte et de recyclage, donc votre réponse ne sera pas la même. Diagnostiquer, ça vous permet, avant de partir tête baissée sur des fausses bonnes idées environnementales, de revenir sur vos besoins, votre lieu géographique, votre modèle économique. On ne va pas faire le même emballage pour consommer une glace nomade sur la plage ou pour faire un bidon de lessive ou pour faire le polybag qui va recouvrir un textile qui va être vendu sur des marchés asiatiques. Ensuite, il faut se poser la question de trouver la solution qui va répondre à ses besoins, passer par une phase de pilote parce que quand on a trouvé l'innovation, il faut toujours vérifier qu'elle marche
et ensuite trouver le modèle économique, communiquer avec le consommateur pour qu'on ne le perde pas en route, parce que c'est quand même lui qui va devoir adhérer à un changement. Quand je quitte le plastique pour aller sur de la fibre, je suis moins transparent. Voilà, donc il ne faut pas le perdre en route. Les clients que nous, on a accompagnés et qu'on accompagne encore aujourd'hui, on travaille souvent pour des consortiums et c'est ce qu'on invite à faire, même les gros, c'est à mutualiser leur action. Donc on travaille en ce moment pour le Fashion Pact, qui est l'industrie de la mode, pour remplacer ces emballages polybags cintres. On a beaucoup travaillé pour le retail, on anime un consortium, Carrefour, Système U et une quinzaine de marques qui font leur marque de distributeur, alors avec beaucoup d'enjeux alimentaires. C'était des emballages résilients. On a par exemple inventé un sachet de salade sans plastique, mais il est vraiment sans plastique, hein. Il n'a pas de couche PE. Donc, on a évité la fausse bonne idée. Et puis, on travaille aussi pour des PME parce qu'il ne faut pas… Le jeu de l'économie circulaire, c'est une ambition pour tout le monde. Les grands groupes et les PME qui ont plus de difficultés souvent à avoir accès à ces savoirs pour des raisons de coût d'entrée, pour des raisons de temps passé. Et les PME, petit clin d'œil, c'est que nous, on a accompagné l'ADEME pour faire un cahier des charges de ce qu'est un diagnostic emballage. Et je rappelle à tous, alors je fais de la pub pour le diagnostic ADEME, mais il y a une prise en charge, je crois, de l'ordre de 5 000 € pour toutes les PME qui voudraient faire ce diagnostic emballage. Et du coup, un petit peu pour passer à l'acte, j'invite toutes les entreprises à faire ce travail-là, de se poser, de récupérer leurs besoins fonctionnels, leur tonnage, de voir quelle est leur chaîne de valeur, où est-ce qu'ils se sourcent, ce que pense le consommateur, pour en fait se fixer une trajectoire pour se dire qu'est-ce que je vais pouvoir recycler, réemployer, réduire, parce que il n'y a pas de… Les Anglais ont cette formule que j'adore, ils disent il n'y a pas de one size fits all, c'est-à-dire il n'y a pas une solution parfaite selon ce que vous faites, là où vous êtes et votre métier. Transporter du médicament qui a un besoin de conservation de température, ce n'est pas la même chose que livrer un plateau repas qui va avoir, je ne sais pas, peut-être une durée de vie de 10 heures. Je ne vais pas avoir les mêmes besoins. Et du coup, ne pas se précipiter, se poser et recueillir vraiment les informations. Et puis une transition de l'emballage, c'est un vrai programme d'animation à l'interne. Il faut faire travailler les équipes ensemble, le marketing, les achats, la supply chain, parce que souvent, les premières dissensions se font jour à l'intérieur de l'entreprise, parce que vous avez entendu 1000 fois ces histoires où on dit finalement, le marketing, quand on lui a proposé de changer, mais on peut faire de l'emballage résilient qui est tout aussi sexy que de l'emballage pas résilient. Et en plus, il peut être moins cher, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. D'accord, merci Géraldine. On va justement de toute façon parler aussi, donc on comprend qu'il y a une nécessité de collaboration en interne et en externe. On parlera de la collaboration en externe justement avec les différents acteurs de la chaîne de valeur. On essaiera de donner un petit peu d'idées aux entreprises qui nous écoutent pour pouvoir se saisir de ce sujet-là. Donc on comprend, merci avec vos témoignages, on comprend que les leviers sont nombreux pour réduire nos emballages. Néanmoins, bon, on est d'accord, et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, cela amène la question de la gestion de la fin de vie de ces emballages lorsqu'ils deviennent des déchets. Et là, j'ai envie de poser la question à Pierre Casoli. Comment on peut faire pour limiter leur impact? Est-ce que vous pensez qu'il y a des matériaux à privilégier, par exemple? Au sein de votre expérience à Embaliso, est-ce que vous avez privilégié certains matériaux? Est-ce que vous vous êtes posé même la question à un moment donné s'il faut bannir le plastique? Est-ce que d'après vous, ça a du sens d'opposer matière recyclée versus plastique? Voilà, c'est des questions que je pense que beaucoup se posent avant de se lancer dans la démarche. Bien sûr. Alors, je ne vais pas bannir le plastique parce que je suis de formation ingénieur de polymère, macromolécules. Donc, je ne vais pas taper dans… Non, il faut être toujours intelligent et faire les choses bien mesurées et comme il faut. Donc, au niveau de la conception, changer certaines matières plastiques par d'autres matériaux, oui, c'est de l'évolution. Nous, on a des matériaux isolants qui étaient des mousses de polymère qui sont maintenant à base de silice minéral, beaucoup plus performantes, qui sont beaucoup plus performantes parce qu'elles sont dans un sachet plastique métallisé qui permet de tenir du vide. Voilà, donc globalement, il y a un mariage des deux, du monde minéral, du monde organique, et tout ça, ça me permet aussi de monter en performance. Donc, repenser les matériaux, moi je pense que tout à l'heure vous avez cité le nom
déchets, volontairement, je ne parle pas de déchets, il faut raisonner sur le plan purement scientifique, énergie. Globalement, toute matériau, organisation de la matière, c'est de l'énergie. Et cette énergie, elle a un niveau organisé, désorganisé, elle a un cycle de vie. OK, comme tout. Et à un moment, le cycle de vie fait que cette organisation de la matière, cette masse énergétique, vous pouvez l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pouvez en consommer moins d'énergie pour plus de performance. Et puis, à la fin, quand vous avez utilisé votre énergie, qu'est-ce que vous en faites? Dans les matières plastiques, il y a toujours une possibilité qui est intéressante, puisque le pouvoir de combustion l'énergie de combustion des polymères est de 30% en général, quand c'est des polyolefines, par rapport à celle des fuels classiques ou des essences. Donc, vous pouvez toujours transformer votre énergie en énergie électrique ou en chauffage, etc., dans des tas de centrales qui incinèrent nos déchets ménagers tous les jours et qui permettent de chauffer ou de faire de l'électricité. C'est une des applications, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est que ça reste quand même du pétrole qui est à l'origine un produit purement naturel, hein, de ces végétaux qui ont été entassés sous terre pendant des milliards d'années et puis qui sont des millions de centaines de millions d'années qui sont ressortis et qu'on ressort. Donc tout ça, il faut garder ça en tête. Et il faut garder en tête qu'on est sur une période qui est relativement courte, on utilise beaucoup de matériaux sous différentes formes et il faut les utiliser de façon moins impactante sur l'environnement. Donc la conception économique la plus adaptée, le cycle de réutilisation, plus c'est long en utilisation, plus de nombre de fois on peut l'utiliser, et ainsi de suite. Meilleur est le rendement et l'impact est plus négatif et plus positif sur l'environnement. Donc cette notion de temps, il faut la prendre, de longévité de la conception, et puis d'optimisation avec tous les matériaux qu'on n'a pas encore conçus et qu'on va concevoir par l'avenir. Il faut faire de la recherche, de la R&D, on investit dans pas mal de domaines là-dessus, hein. Comment améliorer les performances de tout. Et comme je le disais tout à l'heure, le mélange des mondes minéraux et organiques, on le fait chez nous, on peut le faire encore. Et il y a plein de choses à faire. Je pense qu'à partir du moment où on se pose des questions, et surtout ce qui est important, c'est aussi d'avoir une vision internationale. Il ne faut pas que ce soit que nous, Français, à se poser cette question, ni nous, Européens. On n'est plus le centre du monde depuis longtemps. Il se passe énormément de choses en Asie. Il ne faut pas croire que les Chinois se foutent complètement de l'environnement, loin de là. Je pense qu'ils font énormément de choses, beaucoup plus rapidement que nous dans ce domaine-là. Nous, je pense que quand on a démarré nos industries avec la révolution industrielle, on enfumait tout le monde avec des usines à charbon de manière colossale. Il n'y avait personne à cette époque-là pour mesurer le taux de CO2 qu'on faisait, heureusement. Je me souviens aussi avoir vu des photos dans des villes américaines, comment étaient pollués les feux à l'époque de la révolution industrielle, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est une prise de conscience internationale qui va pousser tout le monde. Voilà. Donc, on est des bons élèves actuellement, on montre des choses, mais il ne faut pas rester le bon élève number one, il faut tirer toute la classe derrière soi. Et nous, on a un métier international qu'on voit très bien en Chine, hein. Moi, j'aime bien quand mes Chinois copient ce que je fais. Donc, ils font des copies de notre site web en disant qu'ils font des recyclages aussi de boîtes, pas aussi performantes, mais voilà, ils y vont, etc. Donc, c'est de la politique, bien sûr. Hein. C'est une prise de conscience et c'est de l'innovation et c'est l'international. Voilà. D'accord, merci Pierre. Donc on comprend, oui, qu'en fait finalement c'est une problématique plus large, qui est une problématique d'éco-conception des emballages. Et justement, donc, Géraldine, je vous voyais sourire par rapport à ce que disait Pierre, notamment sur l'histoire de la collaboration, et le fait de penser qu'on n'est pas seul, on n'est plus seul au monde et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'international. Est-ce que vous voulez réagir, Géraldine? Je pense que Pierre a extrêmement bien raconté, et puis c'est un ingénieur matériaux, donc moi je suis sensible à une chose, c'est que la transition environnementale, le matériau est au cœur de tout, parce que le matériau, c'est de l'usage matière ou de l'énergie. Et d'ailleurs, petit clin d'œil et petit message à ceux qui nous écoutent,
La transition environnementale, elle est multicritère et on a beaucoup parlé ces 20 dernières années de la transition climatique, donc de lutter contre le réchauffement climatique, mais ce n'est pas le seul sujet environnemental. Il y a aussi la ressource. On va être 10 milliards demain. Pour nourrir 10 milliards d'habitants, les vêtir et les faire manger, on a un sujet de ressources. Donc moi, j'invite tout le monde, au moment de faire le diagnostic emballage et diagnostic environnement de votre activité, à penser enjeux climatiques et enjeux consommation énergétique et enjeux ressources. Les deux vont ensemble. C'est comme manger sain. Manger sain, bah, c'est manger plusieurs choses, c'est manger de la diversité. Donc, il n'y a pas... C'est pas multicritère l'environnement. Attention, beaucoup se fourvoient, je crois, et vont mettre de l'énergie que dans une transition carbone. Petit clin d'œil, l'emballage plastique a toujours été super bien noté ces 20 dernières années en termes de transition climatique, parce que comme le plastique était léger, bah, c'était un bénéfice dans les ACV. Simplement, quand votre algorithme de l'analyse de cycle de vie, vous lui demandez de cocher la case transition climatique et en même temps recyclabilité, préservation de la biodiversité, bah, fatalement, le plastique est moins bien noté, parce que comme aujourd'hui, il est recyclé dans peu de lieux, alors il y a des endroits, et d'ailleurs, j'invite à continuer à développer ça, mais voilà, donc, premier petit point, n'oubliez pas que la transition environnementale, elle est multicritère, et c'est pour ça que le diagnostic et se poser cette question du multicritère dès le début évite de faire des erreurs. Et deuxièmement, mais bien entendu que collaboration is the new competition, c'est-à-dire que moi j'applaudis des deux mains quand Pierre dit qu'il est content d'être copié, d'abord parce qu'on copie que les bons. Et il faut être, la transition circulaire, c'est une transition à grande échelle qui suppose de mutualiser de la R&D, parce que si on veut réinventer des matériaux, si on veut refonctionnaliser des nouveaux matériaux, je pense à la fibre a été le matériau du packaging à la création du packaging. Bon, le problème de la fibre, c'est que par définition, c'est perméable, donc c'est poreux. Donc si on veut que demain, on emballe des produits liquides ou des pâteux, il va falloir la fonctionnaliser. Donc, ça veut dire une nouvelle R&D. Et le mieux pour avancer vite, c'est quand même de mutualiser ses besoins de R&D, ses besoins de nouvelles usines. Donc, il faut travailler ensemble. Et par rapport à votre question de y a-t-il une guerre des matériaux ? Je crois qu'il n'y a pas de guerre des matériaux. Et vouloir la faire, c'est un petit peu hurler avec les loups et se contenter de solutions qui n'en sont pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les matériaux ont tous leurs vertus. Les métaux, les minéraux, la fibre, le plastique. Simplement, il ne faut pas les utiliser pour les mêmes choses et il ne faut pas les utiliser aux mêmes endroits. Si je prends un exemple tout bête, je suis une marque alimentaire et je mets en marché sur plusieurs continents. C'est quand même pas inintéressant de se poser la question de est-ce que le marché que je vais adresser, prenons l'exemple de l'Afrique subsaharienne, si je n'ai pas d'infrastructure de collecte et de recyclage des plastiques, fatalement, commercialiser un emballage en plastique, ce n'est pas une très bonne idée. Après, si je suis sur un marché où il y a une collecte et un recyclage, ce ne sera pas la même réponse. Donc, en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais matériaux. Il y a des matériaux qui répondent à des problématiques dans des zones géographiques où ils peuvent être traités. Et encore une fois, le plastique, je pense, n'est pas à bannir, mais le plastique est un matériau qui, pour sa recyclabilité, suppose des infrastructures. Et par exemple, utiliser un plastique pour faire la fenêtre devant laquelle je suis, si c'est pour un bien qui va durer très longtemps et qui ensuite aura la capacité d'être démantelé et recyclé, ça marche. Si c'est pour quelque chose qui dure 10 secondes et en plus dans un pays ou une zone où il n'y a pas de recyclage, ce n'est pas une bonne idée. Mais je vous dirais la même chose sur le compostage. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu cet emballement sur les biomatériaux. Alors, biomatériaux, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est des agromatériaux? Est-ce qu'ils sont recyclables? Est-ce qu'ils sont compostables? Et rien que le mot de compostable, est-ce que c'est compostable dans une unité industrielle? Est-ce que c'est dégradable dans la mer? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des raccourcis en se disant « Ah ben c'est compostable, du coup, je peux laisser mon emballage plastique finir dans une rivière. » La réponse est non. Donc, encore une fois, le diagnostic et la réunion de savoir de toute la chaîne de valeur permet de se poser des bonnes questions et de trouver des solutions. Aujourd'hui, les clients qui viennent voir Reset, moi aujourd'hui, je suis circonspecte sur la compostabilité, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, on n'a pas de filière de compostage domestique développée en France. Donc, si vous faites un emballage compostable, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, alors ce n'est pas le cas en Italie ou en Allemagne, mais il va mal être trié dans le centre de tri, et en plus, derrière, il n'y aura pas de filière. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que le compostage est mauvais,
Ça veut dire que la combinaison en France, aujourd'hui, à l'instant T, n'est pas la combinaison optimale. Margot, je vous voyais acquiescer justement quand Géraldine parlait. Vous pouvez nous parler un petit peu aussi de la façon au sein de Room Saver où vous avez intégré l'analyse du cycle de vie du produit dès la conception des emballages? Oui. Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure déjà sur les parties prenantes, qui rejoint un peu le cycle de vie, ça demande vraiment, enfin nous quand on a pensé le sujet, le cycle de vie, c'est les déchets, c'est la production, c'est tout ce qui se passe avant. Et du coup d'intégrer toutes les parties prenantes qui développent, qui créent, qui recyclent nos emballages, qui les collectent, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment ça pour proposer un emballage qui est pertinent tout le long. Et puis pour reprendre ce que vous disiez à propos du plastique aussi, parce qu'on s'est beaucoup posé la question des matériaux industriels à la maison, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est recyclable, etc. Dans les plastiques, il y a aussi des plastiques qu'on recycle en France et d'autres non. Donc on a, nous en tout cas, historiquement, on utilisait aussi des plastiques qui n'étaient pas recyclables. Et c'est pour ça que toute la démarche sur le compost et sur le plastique, en privilégiant des plastiques qui sont recyclables, elle était importante. Et on entend beaucoup parler des plastiques aujourd'hui, mais ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier non plus. Même sur notre marché, nous, pour le coup, on s'intéresse aux marchés locaux, acteurs sur l'Île-de-France. Donc, c'est très régionalisé comme démarche aussi quand on pense nos emballages. Mais par exemple, du plastique, du PET, le plastique des bouteilles d'eau, ne sera pas du tout à mettre dans le même panier dans la réflexion que du PS, qui chez nous n'est pas récupéré de la même manière, pas recyclé de la même manière. Et on s'est aussi posé la question de comment nous, on est un acteur alimentaire. Donc en plus, le plastique, parfois on n'a pas le choix, il faut qu'on s'en serve. Et du coup, comment est-ce qu'on intègre des plastiques qui sont recyclables au maximum, recyclés au maximum, quand on n'a pas le choix d'autres matériaux qui sont... Mais c'est vrai qu'on entend... la discussion, elle est compliquée. Il y a vraiment beaucoup de pédagogie à faire sur le plastique et sur les autres matériaux. Comme disait Géraldine tout à l'heure sur le compostable, nous, on a vu à un moment aussi dans nos fournisseurs, dans nos partenaires, il y a beaucoup de choses qui se mélangent entre compostable, biodégradable. Parmi les matériaux compostables, ceux qui sont compostables à la maison, ceux qui sont compostables en compost industriel. Et c'est vrai que tout ça, ça demande aussi du temps de se renseigner, etc. Parce que c'est des matériaux qui sont, enfin, du compost industriel aujourd'hui qui paie, c'est catastrophique. Et pourtant, quand on entend compostable en tant que client, et je me mets dans cette position-là aussi, c'est rassurant d'entendre compostable. Mais il y a plein de subtilités, que ce soit dans les matériaux compostables ou dans le plastique, qu'il ne faut pas négliger parce que on peut pas, voilà, faut pas faire d'amalgame. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Margot. Oui, on comprend que déjà, il y a un effort de pédagogie à faire parce qu'on a tendance à mélanger un peu les sujets. Et puis, on comprend bien évidemment que c'est important donc de prendre en compte l'analyse du cycle de vie dès la conception de l'emballage, d'intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur si c'est possible. D'ailleurs, on va en reparler avec Géraldine. Et donc, on comprend donc que finalement, les industriels ont intérêt, dès leur conception, à penser à la fin de vie de leurs produits. Mais moi, je me mets à la place d'une petite entreprise, hein. Je suis une TPE, une PME. Géraldine, j'ai peu de temps à consacrer au sujet, j'ai peu de réseau aussi. Est-ce qu'il y a des structures qui peuvent m'aider à entrer en relation avec les différents acteurs de la chaîne de valeur, justement, puisque vous avez parlé d'importance de la synergie entre acteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de consortiums qui se mettent en place justement pour gérer ce sujet. Voilà. Comment je peux faire quand je suis une petite entreprise ? Je dirais que d'abord, faites-vous confiance, PME française qui porte haut les couleurs de nos savoirs, de nos savoir-faire. Donc, faites-le. Vous avez des outils à votre disposition. La première chose, c'est, et je le redis, à l'occasion du plan de relance, diagnostic emballage pour les PME financé par l'ADEME.
ça permet déjà, ça va vous permettre de faire votre état zéro. Qu'est-ce que j'ai comme emballage? J'en ai 3 ou 4. En quoi ils sont faits? Parce que comme Margot vient de le rappeler, c'est pas la même chose si je suis en PS, si je suis en PET. Est-ce que j'ai des monomatériaux? Est-ce que j'ai des multimatériaux? Vous savez, ce qui est très compliqué dans la recyclabilité, c'est quand on mélange plusieurs matériaux. Quand vous avez une couche de carton, une couche de plastique, là ça commence à être très difficile. Donc, utilisez ce diagnostic. Et puis ensuite, moi, je vais inviter les PME à chasser en meute. C'est-à-dire, bien sûr que la concurrence, et nous, on aime la concurrence chez Reset et on aime la saine émulation, mais quand on parle comme ça de le socle de l'emballage résilient pour une catégorie de produits, je pense que les PME ont vraiment intérêt à se fédérer. Alors, soit en travaillant avec leurs organisations professionnelles, parce que l'emballage de la boucherie, ça ne va pas être le même que l'emballage de la cosmétique, ça ne va pas être le même que l'emballage du textile, ça ne va pas être la même chose que si je fais des sacs de ciment. Donc d'abord, se regrouper avec les organisations professionnelles et ne pas hésiter à lancer des programmes communs. Pourquoi? Parce que les PME pourront quand même différencier leur emballage. Je résume, nous, c'est ce qu'on fait chez Reset. Alors, il y a Reset, il y a d'autres acteurs, mais faire un consortium qui va être dédié à se dire, bon, bah moi, je fais par exemple je sais pas, du pâteux, des pâtes à tarte ou autre, fédérer tous les acteurs, ça va leur permettre ensemble de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis tout en plastique. Est-ce que je veux essayer de faire ensemble des pilotes, c'est-à-dire je vais tester la fonctionnalisation de fibres, faire des emballages, je vais mutualiser. Donc, faire le diagnostic avec l'ADEME, ensuite se regrouper soit avec des acteurs comme Reset, c'est-à-dire 10 ou 15 PME se mettent ensemble par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle ou d'un club local, ça peut être par région, mais je dirais aux PME de ne pas rester seul avec ce fardeau parce que sinon, la contrainte va prendre le pas sur l'opportunité. Et ensuite, une fois que le secteur aura défini ses socles, mais tout le monde sera libre de se singulariser, il y aura des solutions de réemploi, il y aura des solutions de substitution, il y aura du plastique recyclable. Chacun pourra faire son marché. L'emballage résilient, il a plusieurs solutions. Et Margot vient de leur dire. Donc, tout le monde, les solutions qui auront été produites par le consortium, chacun pourra faire son marché dedans. Et ça aura permis aux acteurs d'avoir accès à de la R&D qu'ils n'auraient pas pu atteindre tout seuls, d'avoir aussi travaillé avec la chaîne de valeur parce que, petite histoire, je reprends cet exemple. Quand on a inventé le sachet de salade, pour les marques de distributeurs du groupe Carrefour. On a d'abord traité le sujet de trouver de la fibre qu'on a fonctionnalisé sans plastique, puis après, il a fallu pouvoir projeter cette fibre sur des machines qui faisaient de l'emballage. Mais ces machines, il a fallu qu'on travaille aussi avec le fabricant de la machine pour changer certaines pièces. Et en fait, la PME, en mutualisant ses actions, elle va pouvoir vraiment créer de la valeur et en retrouver elle-même. D'accord, merci beaucoup Géraldine. Très bien. Alors en tout cas, moi, si je devais retenir quelque chose de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que déjà, il n'y a pas un bon matériau ou un mauvais matériau. Il y a peut-être plutôt des bonnes combinaisons de matériaux ou des mauvaises combinaisons. C'est ce que nous a dit Géraldine. Retenir aussi que de ce que nous a dit Pierre Casoli, qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans une démarche innovante, de penser, d'avoir un modèle économique, mais qui peut changer dans le temps en fonction des évolutions environnementales, des évolutions réglementaires, d'autant plus lorsqu'on travaille sur des produits super sensibles comme les produits pharmaceutiques. Et je retiendrai de ce que nous a dit aussi Margot, c'est que finalement, voilà, il faut absolument mettre en place, on peut repenser un matériau à la condition qu'il y ait une filière qui existe et qui permette de prendre en charge en fait le matériau dans sa fin de vie notamment. Je retiens l'exemple sur le compostable, sur le fait que finalement s'il n'y a pas de filière compostable derrière, c'est vrai que c'est vendeur auprès de ses clients, mais enfin ça change pas le problème finalement puisque le matériau derrière ne peut pas être pris en charge et recyclé. Voilà, donc en tout cas, je souhaite vraiment vous remercier à tous d'avoir participé à cet atelier sur les emballages. Je remercie donc Géraldine Poivert, Pierre Casoli, Margot Picavet d'avoir participé avec nous, à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser au travers du chat et nous apporterons un soin particulier à y répondre au travers de nos intervenants, bien évidemment.
Voilà, je vous invite aussi à rester en ligne parce qu'il y a un super atelier sur le climat qui arrive. Et puis surtout, n'oubliez pas notre grand live à 14h, voilà, où on aura des intervenants très, très importants qui parleront des différents sujets sur la transition écologique. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci Nadia, merci pour votre animation.